Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent de par la diaspora et aujourd'hui on reçoit l'un d'entre eux qui est professeur Roger Koudé, à qui je souhaite la bienvenue et au Tchad et sur notre plateau. Merci. Merci. Alors, c'est surtout un honneur de voir un compatriote porter haut le drapeau du Tchad au-delà de nos frontières. C'est quoi la chaire UNESCO et qu'est-ce que vous faites là? Merci beaucoup. Avec votre permission, je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements pour l'invitation qui m'est adressée pour intervenir à cette émission dont je suis l'un des téléspectateurs. La chaire UNESCO, en fait, c'est un centre de recherche, c'est un laboratoire de recherche agréé par l'UNESCO, créé donc par l'UNESCO et implanté au sein de différentes universités à travers le monde. Et donc, chaque chaire UNESCO a un mandat précis, mais l'ensemble des chaires UNESCO travaillent en convergence, en rapport avec la vision des Nations Unies, puisque nous nous inscrivons dans le mandat de l'UNESCO. Et le mandat de l'UNESCO est en phase avec le mandat des Nations Unies, c'est-à-dire grosso modo tout ce qui renvoie à la paix, à la bonne gouvernance, à la cohabitation, aux relations d'amitié et de respect mutuel entre les peuples, le rapprochement des peuples et des cultures, etc. Donc c'est aussi un contrat de performance avec ces laboratoires de recherche. Ce qui est peut-être important à ajouter par rapport aux productions des chaires UNESCO, c'est que ces chaires UNESCO doivent produire de la recherche, mais une recherche qui soit actionnable, c'est-à-dire une recherche qui soit véritablement au service de l'action, au service des décideurs, que ce soit les organisations internationales, les États, les organisations non gouvernementales, etc. Et donc, c'est un peu ça le rôle et la vocation des chaires UNESCO. C'est ce qui fait aussi que nous travaillons dans différents pays du monde, avec une priorité aussi pour l'Afrique, puisqu'on a un programme intitulé Priorité Afrique, ce qui fait que nous sommes assez présents dans différents pays africains. Peut-être à titre d'illustration, nous avons eu un projet important avec le Mali autour de la réconciliation nationale, par exemple. Avec le changement politique intervenu il y a 1 an et demi, 2, ces projets n'ont pas pu être poursuivis, mais nous intervenons dans d'autres pays comme le Rwanda, avec l'ONG IPEACE et d'autres pays. Alors, je me permettrai de dire qu'en ce moment, nous avons dans nos priorités 2 pays, le Tchad et l'Angola, dont nous sommes en train de travailler activement pour déployer certaines de nos activités au Tchad et en Angola. Alors, ça fait combien de temps vous êtes rentré au Tchad là? Vous êtes en vacances? En fait, j'étais déjà là au mois de juin et je suis revenu au mois de juillet, ce qui fait qu'en réalité, je suis assez présent au Tchad. Je viens en moyenne 3-4 fois par an. D'abord parce que j'ai un certain nombre d'activités ici qui peuvent être des activités liées un tout petit peu à mes activités professionnelles, mais aussi en fait, je viens d'une famille chefale, je viens d'une famille de chefs de canton, donc je suis quelque part un paysan qui vit en ville. Et donc, quelles que soient mes activités, je dois toujours être présent sur le terrain parce que je crois que c'est une tradition connue qu'un fils de chef de canton est lui-même serviteur de la population. Et donc, je suis au service de la population cantonale de Delbian, ce qui fait que je suis assez présent au Tchad, assez présent en N'Djamena, mais assez présent aussi à Delbian, ma région d'origine. Alors, professeur, simple curiosité, comme vous revenez constamment au Tchad, qu'est-ce que vous avez dans votre valise, à l'aller tout comme au retour? Alors, à l'aller, c'est pas compliqué, je suis un enseignant, donc je trimballe mes livres partout, mais aussi je trimballe des livres parce que j'ai une dette morale à l'égard des institutions qui ont contribué à ma croissance intellectuelle. Si je prends le cas d'N'Djamena, le centre Al-Mouna, le CEFOD, le centre culturel français, maintenant Institut français, c'est des lieux qui m'ont beaucoup apporté. Et donc, à chaque fois que je rentre, je m'arrange à apporter des ouvrages, que ce soit mes propres productions ou d'autres productions,
Mais aussi, c'est mon pays, j'ai beaucoup d'amis, de la famille, donc je trimballe aussi ces ouvrages pour les partager avec tous ceux qui me sont chers. Parce que je crois au pouvoir des livres, en fait. Je crois à la force des livres pour faire avancer une société, parce que les idées qu'on partage peuvent produire des effets parfois inattendus. Donc, beaucoup de livres à l'aller. Et au retour, c'est beaucoup plus terre à terre. Des criquets? Je sais pas. Des criquets? Alors, pas vraiment des criquets, mais plutôt des dattes. D'accord. Avec nos cacahuètes, les mandawas, ça, je ne peux pas rater. Du kilish? Et les kornaka, j'ai entendu quelqu'un parler de kornaka tout à l'heure, je ne peux pas rater ça. Du thé vert. Et puis les biscuits de mes sœurs, elles sont d'excellentes pâtissières, donc je ne rate pas ça. Bon, c'est aussi une façon de partager tout ça avec des amis, que ce soit des amis africains ou des amis français. Mais je dois ajouter aussi que j'aime bien rapporter les produits de l'artisanat tchadien pour faire connaître le travail de nos artisans. En plus, comme je suis d'une chaire UNESCO, quelque part, notre rôle, c'est aussi de promouvoir la culture comme facteur de rapprochement des peuples. Et donc, offrir un produit artisanal à quelqu'un, c'est l'inviter à découvrir un pays, une société, une culture. Voilà, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution de la société tchadienne globalement? Alors, je ne suis pas l'ami Fortin, moi, mais je suis N'Djaménois. Je suis N'Djaménois. Moi, je suis né à l'Aï, où mon père a servi. C'est là où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Ensuite, j'ai vécu ici à N'Djamena. Donc, si je pense à mon adolescence, puisque j'ai passé mon adolescence, mes années de lycée, c'était ici. Si je pense à ces années-là, c'est-à-dire les années 80, je prends des secteurs, parce que la société tchadienne, c'est vraiment vaste, donc je vais prendre quelques secteurs. Par exemple, si nous parlons de la condition de la femme, le statut, le rôle, la place de la femme dans la société tchadienne, par exemple, je vois que nous avons évolué, nous avons même beaucoup évolué. Alors, je ne dis pas que nous avons atteint le sommet de l'Himalaya. Je donne des exemples concrets pour l'illustrer. Quand j'étais adolescent, on avait une seule femme ministre. C'est pas compliqué, c'était Fatime Kimto, une seule femme ministre. On avait une seule femme magistrate. C'était pas compliqué, c'était Madame Ruth Romba. On avait une seule femme journaliste, etc. Aujourd'hui, quand je vois ces secteurs-là, on voit que les femmes sont je ne dis pas qu'il y a quand même des progrès qui sont observables. Ça, c'est un point. Je change un peu de registre. Si nous prenons le domaine de la production littéraire, alors l'une de mes déceptions quand j'étais élève au lycée, au collège, c'est quand je partais dans les bibliothèques que je venais de citer, il n'y avait pas d'auteur tchadien. Il y en avait un, deux, Brahim Seyd, Sous les étoiles, etc. Et donc, il n'y avait pas d'auteur tchadien. Et ça a toujours été un peu ma déception. Aujourd'hui, je vois que des Tchadiens produisent énormément dans le domaine de la littérature. Mon rêve, c'est de voir un jour un prix Nobel de littérature émerger du Tchad. Why not? Je vois qu'il y a énormément de production littéraire. J'ai cru comprendre, et je suis même passé là-bas, une émission consacrée à la littérature tchadienne. Et ça, je ne peux que saluer et encourager. Je change un autre registre, troisième et dernier registre peut-être. C'est le domaine de la production artistique, musicale notamment. Ma génération, nous étions submergés de la chanson congolaise aïroise et soudanaise. La musique consommée massivement par les Tchadiens, c'était de la musique de nos frères congolais ou soudanais, etc. Je vois aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'artistes à l'époque, il y avait beaucoup d'artistes, mais seulement la réputation de nos artistes dépassait difficilement les frontières africaines. Or, aujourd'hui, je me rends compte que nous avons des artistes qui peuvent porter les couleurs du Tchad au plus haut niveau, quand je les suis sur RFI ou ailleurs. Je me dis que là aussi, nous avons avancé. Mais maintenant, vous me permettrez juste d'ajouter que tout ça, ce n'est pas pour dire, une fois encore, que nous sommes sur le toit de l'Himalaya. Je ne sais même pas si nous avons fait le 10e de l'Himalaya. Il nous faut avoir quand même à l'esprit que... Alors, nous parlons du Tchad. Nous ne parlons pas de n'importe quel pays. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est parce que le Tchad est le berceau de l'humanité. Et quand on dit que le Tchad est le berceau de l'humanité, ça veut dire que chaque Tchadien, chaque Tchadienne doit se considérer comme le fils aîné, la fille aînée de l'humanité. Et si nous sommes les fils aînés de l'humanité, ça veut dire que nous avons une responsabilité particulière. Donc nous n'allons pas nous contenter de l'essentiel.
Nous sommes un peuple de haute ascendance, nos actions doivent être aussi grandes qu'il nous revient de les produire, et être grand non seulement par la taille, puisque nous sommes les descendants des Sao, mais être grand par notre vision des choses, être grand par nos actions, être grand par les idéaux auxquels nous croyons et que nous pouvons transmettre aux générations montantes. J'adhère totalement à ce que maman vient de dire tout à l'heure. Donc c'est un peu ça aussi. Donc, quand on pense ainsi, je crois que nous avons à aller encore plus loin. Donc le regard que je porte sur la société tchadienne, pour le dire en une phrase, c'est que nous avançons peut-être à petits pas, mais il nous faut maintenant avancer à pas de géants parce que nous sommes les descendants de Sao et que nous sommes les descendants de Toumaï. Parlant de littérature, vous êtes aussi romancier. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels Rwanda, 20 ans après le génocide et la situation des survivants. De quoi est faite la journée type de M. Roger Koudé, romancier? Alors, je ne suis pas vraiment romancier. J'aimerais beaucoup être romancier parce que je suis un passionné de littérature. J'aimerais beaucoup écrire des romans. Je n'en ai pas encore écrit pour le moment. J'écris plus des essais, au fait. Donc, alors, journée type d'un enseignant-chercheur qui a des responsabilités administratives et institutionnelles par ailleurs. Alors, d'abord, je pense à ce que je considère comme un rituel que j'ai hérité de mon père. C'est, par exemple, je ne peux pas rater le journal, en fait, ma revue de presse le matin. Avant toute chose, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et c'est plus facile aujourd'hui encore que dans les années 80, quand j'étais enfant, je suivais la radio Tchad, qui était l'unique média qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc, la revue de presse, le matin, à 14h, 20h et minuit. Ça, c'est obligatoire. Bon, maintenant, le reste de la journée, c'est de pouvoir répartir plus ou moins équitablement mon temps entre les activités de gestion de l'institution dont j'ai la responsabilité, la chaire UNESCO, parce que c'est une institution qui fédère des chercheurs, mais aussi un personnel administratif. Donc, répartir mon temps entre ce travail de responsable, de titulaire de la chaire, des réunions, mais aussi mon activité de base qui est celui d'enseignant-chercheur qui doit être à l'écoute de l'évolution aussi des choses parce que je suis dans le domaine du droit international et ça évolue extrêmement rapidement. Et donc, être assez présent, en tout cas, suivre attentivement l'évolution des choses, la marche du monde de ce point de vue. Et donc, ma journée est répartie à peu près autour de cela. Et ça se termine, on va dire, autour de 21h. Aujourd'hui, si vous avez une baguette magique en main et que vous pouvez changer quelque chose de votre parcours, qu'est-ce que vous changerez? Alors, je pense... C'est difficile comme question. Je vais vous dire pourquoi. J'ai appris d'un philosophe que nul ne peut se laver deux fois dans un même fleuve. C'est difficile de changer ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, autrement, ça nous plonge dans les regrets. Par contre, ce que moi je crois profondément, étant donné que nous sommes des êtres limités dans le temps, nous ne pouvons pas tout faire et nous ne pouvons pas tout réussir. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc, il y a des choses que je n'ai pas pu faire ou pas pu réussir, mais comme nous nous inscrivons humainement aussi dans une démarche intergénérationnelle, on se dit que ce qu'on n'a pas pu faire, ceux qui nous suivent le feront. Comme ce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu faire, nous le faisons chacun à son modeste niveau. Et donc, pour répondre précisément à cette question, je dirais, peut-être que je ne changerai pas moi-même ce que je n'ai pas pu faire ou ce qui est dépassé, mais c'est faire de sorte que ceux qui vont nous suivre, et c'est ça le rôle de l'enseignant, de l'éducateur, de faire de sorte que les générations montantes, que les générations à venir fassent mieux que les générations précédentes. Professeur Roger Koudé, tchadien vivant à Lyon, qu'est-ce qui vous manque du Tchad à Lyon? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien sûr, la famille, les amis. Vous voyez, il y a une façon d'être tchadienne, en fait. Il y a une façon d'être tchadienne qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Sauf à des occasions, quand nous nous retrouvons pour fêter l'indépendance de notre pays ou quand il y a certaines autres occasions, les soutenances de thèse, etc.
Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Je ne sais pas par où commencer, mais je dirais globalement, la manière d'être tchadienne, ça c'est quelque chose qui nous manque beaucoup ailleurs. Et voilà. Alors, en bon tchadien, vous préférez le dukhan ou le déodorant? Le dukhan, sans discussion. Le dukhan, ça c'est clair. Professeur Roger Koudé, pour finir, vous êtes un cœur libre ou un cœur occupé? Alors, vous êtes vigilante, hein? Qu'est-ce qui vous permet de me poser cette question? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Si vous voulez, je vais répondre au travers d'une image. Il n'y a pas longtemps, j'avais une très jolie bague. Voilà. Et maintenant, je ne l'ai plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu vivement une prochaine bague à votre doigt quand vous allez repasser au Tchad, on espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.